Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce midi de l'IREMO. Nous avons cette discussion entre deux ambassadeurs au lendemain de l'investiture du nouveau gouvernement tunisien, le 4e depuis la Révolution. Et je pense en ce moment que la veille de cette investiture, il y a eu un deuxième Mohamed Bouazizi. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans l'an 3 de la révolution tunisienne, et cet an 3, eh bien, c'est comme souvent dans les révolutions, une année de tous les dangers, une année difficile, une année où la violence monte, et on sent bien que partout en Tunisie, dans le peuple, ce qu'on a coutume d'appeler la société civile, et dans le langage même du gouvernement, ou du président de la République, la question de l'insécurité, la question de la violence devient importante. Et ben, c'est tout simplement qu'une révolution, c'est pas féminin pour rien, hein, c'est un accouchement. Et la parturiente perd beaucoup de sang et elle souffre. Ça n'est pas... La Tunisie, heureusement pour les Tunisiens, n'est pas la Syrie, mais une révolution, il y a un moment où elle devient inéluctable et où c'est la seule porte de sortie après des dictatures solides, plus ou moins solides, mais c'est aussi l'ouverture d'une période qui ne débouche pas facilement sur des lendemains qui chantent, et ça je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Alors nous avons la chance d'avoir ici deux acteurs, pas seulement des observateurs, des acteurs de la vie politique tunisienne, de la relation franco-tunisienne aussi. Monsieur Adel Fekki, donc ambassadeur de Tunisie en France actuellement, qui est un militant, puisque tout en étant lui-même ingénieur, homme d'affaires, il a été un militant du MDS, maintenant est à Catol. Il en était le représentant à l'Internationale socialiste. Et le voici, quittant un petit peu son univers professionnel, ambassadeur de Tunisie pour une période importante et pour laquelle son rôle est important à Paris. Et puis, Yves Aubin de la Messusière, qui n'a pas été en Tunisie au moment où la révolution a commencé. Mais c'est bizarre parce que quand on suit son parcours professionnel, en général, il a été partout, ça chauffait. Et on pouvait se demander si ça chauffait parce qu'il était là ou si on l'envoyait parce que ça chauffait. Hein, l'Irak, le Tchad, enfin des postes de tout repos, n'est-ce pas? Oui. Oui. Hein. Et puis en Tunisie quand même, il a fait chauffer un petit peu parce que il a eu l'honneur d'être un ambassadeur qui a dû quitter la Tunisie parce qu'il avait déplu au pouvoir en place. Et j'ai trouvé que c'était une très belle sortie et je tenais à saluer cette très belle sortie en 2005. Voilà. Alors Yves Aubin de la Messusière donc, est lui aussi un observateur attentif, mais un acteur hein, de cette relation, de la vie politique en Tunisie. Il y reste très... C'est un observateur impliqué. Voilà. Alors, je vais donner la parole d'abord à monsieur l'ambassadeur Adel Fekki sur les thèmes qui ont été abordés ces jours-ci par les gouvernants tunisiens. Au cours de cet an 3 de la Révolution, est-ce que la Tunisie va opérer son rétablissement ? Est-ce que les 4 priorités du gouvernement qui vient d'être investi, priorités politiques avec la nécessité d'une clarification politique interne, la nécessité de tenir des élections au plus vite, dans les meilleurs délais au moins. Il y a un deuxième thème qui revient toujours, qui revient maintenant très fort, c'est la sécurité. On ne nie plus qu'il y ait une forte insécurité en Tunisie, et moi je dirais que c'est une sécurité normale dans la période. Hein. La restaurer. Donc si on veut la restaurer, c'est qu'elle est en danger.
et puis la lutte contre le crime et la violence. Il y a donc l'aspect politique de l'insécurité, mais il y a aussi l'aspect crapule, de crapulerie. L'autre priorité du gouvernement Larayev, telle qu'elle a été définie hier, c'est l'économie qu'il faut relancer. C'est comme la sécurité qu'il faut restaurer. Quand on parle de relancer, c'est qu'il y a une panne. Lutter contre le chômage et sauvegarder le pouvoir d'achat des Tunisiens. Il y a beaucoup à faire. Et enfin, une série de quatrième priorité qui est plutôt une réponse, je dirais, aux inquiétudes de ceux qui ont fait la révolution. La lutte contre les malversations, la mise en œuvre d'une loi d'amnistie générale, et puis la reconnaissance due aux blessés et aux martyrs de la Révolution. Bon, on sent bien que là, il y a tout quelque chose un message qui s'en va vers Tala et Sidi Bouzid, c'est clair, et les banlieues de Tunis. Voilà, donc je me permets donc de vous demander d'abord votre avis, environ 20 minutes. Ça va ? Et puis 20 minutes pour vous, et ensuite le débat avec vous tous. Merci Monique pour l'introduction. Tu as bien décrit mon parcours et le contexte aussi dans lequel j'ai été nommé. C'est une aventure, donc c'est assez particulier qu'au moment de l'histoire tunisienne et aussi de la relation avec la France. Et je dirais que double titre, c'est-à-dire en premier lieu avec les politiques français, parce qu'il y a un nouveau gouvernement depuis l'année dernière, mais aussi avec la société française, parce que la société française est très très proche de la société tunisienne et de cœur, mais aussi intellectuellement. Donc nous avons la Tunisie de forts liens, pas seulement au niveau de l'élite, ça c'est évident, puisqu'une bonne partie de l'élite tunisienne a été formée en France, mais aussi dans la population, parce que la France a fait toujours partie enfin toujours, depuis au moins quelques siècles, fait partie de notre histoire. Pour revenir sur le contexte en Tunisie, bien sûr qu'il faut rappeler ce qui s'est passé au lendemain, le 14 janvier, 17 décembre, mais surtout après la date de l'élection, donc du 23 octobre, où il y a eu l'expression des Tunisiens par la voie démocratique. Donc il y a eu un vote, il y a eu un résultat, et il y a eu une coalition qui s'est formée, une coalition de circonstances, je dirais, parce que la base de cette coalition n'est pas du tout idéologique, mais elle a une portée symbolique dans le contexte, c'est-à-dire comment unifier les Tunisiens malgré leurs divergences idéologiques autour d'un projet de transition. Ces forces politiques ont senti que le préalable pour réaliser la révolution, parce qu'elle est en cours, était d'unir leurs forces pour attaquer les priorités. Les priorités étaient non pas nécessairement de réformer le système en profondeur, mais c'est de mettre les bases démocratiques nécessaires à la réforme de la société, ou du modèle socio-économique et politique, bien sûr, qui était en place. Ce projet est non seulement ambitieux, mais il est difficile. Et on le voit aujourd'hui, a posteriori, donc à peu près un an et demi après les élections, nous avons vécu plusieurs mini-crises, et la dernière crise politique, vraiment, elle vient au bout de petites crises, pas seulement au sein de la coalition, mais aussi avec son interaction avec l'opposition, mais aussi avec la société civile. Donc, pendant cette phase, il y a eu un apprentissage, moi je dirais, de la classe politique, de la société civile, même si elle était existante et plutôt active, mais voilà, l'interaction avec le pouvoir qui était en place n'était pas constructive et n'avait pas de caractère, on va dire,
de respect ou de relation d'égal à égal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une liberté qui a été bien sûr arrachée et elle est revendiquée et elle est exercée pleinement aujourd'hui. Donc cette phase d'apprentissage qui est compréhensible, parce qu'il y a une émergence d'une nouvelle classe politique qui est en train de se chercher à l'intérieur d'elle-même, mais aussi vis-à-vis de la société. Dire les partis politiques, certains sont sociodémocrates, d'autres sont islamistes, d'autres sont libéraux, etc. Mais ça ne veut pas dire grand-chose que lorsqu'on exerce le pouvoir. Et c'est là tout le défi. Aujourd'hui, donc, on voit ces mêmes partis politiques qui sont en train d'évoluer à une grande vitesse dans la façon dont ils exercent le pouvoir et dans la façon dont ils se définissent eux-mêmes vis-à-vis des Tunisiens, d'une façon générale, leurs électeurs, mais aussi la société d'une façon générale. Mais tout ceci vient dans un contexte socio-économique qui est très, très difficile, ce qui a engendré la révolte, enfin l'immolation, mais aussi la révolte qui a suivi, populaire. C'est une situation catastrophique et qui décrit donc plus un système qui était à bout de souffle. On voyait bien sûr la décadence depuis surtout les 10 dernières années, les chiffres étaient là, enfin les vrais, les officiels. Et donc on se retrouve donc, comme vous vous en doutez, donc un chômage très élevé qui touche les jeunes, mais aussi et surtout les zones reculées et qui ont été entièrement exclues de la vie économique et sociale de la Tunisie. Donc on avait réellement deux Tunisies qui coexistaient tant bien que mal avec un système autoritaire où bien sûr il y avait le bâton et la carotte, c'est-à-dire l'oppression d'un côté et puis une démagogie sociale de l'autre. Voilà, il y avait un équilibre qui tenait bien sûr, jusqu'à un moment où le château de cartes s'est effondré. Donc aujourd'hui, comment concilier ces deux défis? Là est tout l'enjeu. Donc l'enjeu, à mon sens, n'est pas nécessairement aujourd'hui idéologique. Il est beaucoup plus sur des défis réels par rapport à ce qu'attend la société. Donc oui, il y a eu un excès de fièvre en termes de revendication de liberté, etc. Mais le social, et on l'a bien vu avec l'immolation du jeune Rad, donc récemment, et sa mort hier, que les problèmes n'ont pas été résolus, et même si on affiche des résultats économiques qui sont positifs à 3,6% de croissance et quelques points de moins dans le chômage, la réalité des Tunisiens les plus démunis, voilà, elle est aussi atroce, sauf que cette fois, l'expression, elle est beaucoup plus revendiquée et claire, et c'est bon, une bonne chose, sauf que voilà, c'est tendu, donc ça rend l'environnement dans lequel on évolue au quotidien très tendu. Donc le gouvernement qui je l'ai conclu maintenant, Ranouchi, le quatrième gouvernement était lui-même donc à bout de souffle, parce que même s'il a été constitué donc oui, les deux, enfin bon, non c'est le cinquième, Ranouchi a eu deux gouvernements. Ah oui, il y a eu deux gouvernements. Donc ce quatrième gouvernement de Jbeli était à bout de souffle, pas nécessairement parce qu'il était faible en soi, mais le contexte tel que je l'ai décrit a fait que voilà, il n'a pas tenu et il aurait fallu le réformer ou le renouveler plus tôt. Bon, il n'a pas tenu. M. Jbeli le réclamait depuis des mois avant sa démission, mais ça s'est fait que, enfin, il a utilisé ou il a saisi l'occasion, on va dire, la malheureuse occasion du meurtre et du décès donc, de Chokri Belaïd pour en même temps tirer la sonnette d'alarme et puis prendre ses responsabilités en tant que
comme d'État et donc en tant que leader. Ça ne s'est pas fait comme il l'aurait voulu ou comme il l'a proposé, sauf que il y a eu un mois de discussion, de négociation entre tous les partis politiques, ceux qui pèsent le plus, on va dire, pour trouver une solution qui puisse créer quand même une continuité dans la gouvernance, donner ou respecter la légitimité de l'Assemblée constituante, mais en même temps donner un signal aux Tunisiens comme quoi ils ont été écoutés et qu'il faut bien renouveler ce gouvernement. Donc ça a été fait. Hier, il y a eu un vote, donc 70% des votants ont donné leur confiance donc, à ce gouvernement, qui est composé quand même de beaucoup plus d'indépendants et moins de partisans, bien évidemment, et qui s'est fixé, donc, comme Monique l'a énuméré tout à l'heure, donc un certain nombre de 4 priorités qui sont essentielles et qui devraient durer 7 mois au maximum. Entre-temps, ça ne veut pas dire que les 7 mois vont être de tout repos, au contraire, parce que les défis, encore une fois, sont les mêmes, et le facteur confiance des Tunisiens n'est pas tout à fait le même qu'au lendemain du 23 octobre. Donc on marche sur des œufs. Donc aujourd'hui, il faut se focaliser sur la gestion quotidienne, on va dire, de la situation qui n'est pas facile, mais aussi consolider 2 choses essentielles, qui sont la Constitution, qu'il faudra adopter, et qui est un préalable à tout, on ne le répète pas assez, et puis ensuite les élections. Donc bien évidemment la volonté politique c'est d'organiser les élections le plus rapidement possible, sauf que il y a tout un processus démocratique interne à l'Assemblée qu'il a fallu respecter. Donc aujourd'hui on va vers la constitution d'une institution indépendante de l'organisation des élections qui devrait être mise sur pied dans le mois qui suit. Et on estime à 5 à 6 mois de préparation pour les élections présidentielles et législatives. Je ne sais pas pour l'instant laquelle serait la première, mais bon. Mais l'essentiel, c'est qu'on choisisse un président et des élus, encore une fois, pour une durée quand même plus importante, et on sortirait de cette transition qui est perçue comme étant voilà, un flou ou un entre-deux. Voilà. Et la Constitution, je reviens là-dessus, c'est très important, qui devrait donner confiance à la société civile. Ça ne veut pas dire que le combat ne va pas continuer, mais c'est quand même une base pour une démocratie dans laquelle se retrouveraient tous les Tunisiens. Aujourd'hui, les grandes questions autour de la Constitution ont été abordées et ont été, sur le principe, ont fait l'objet d'un consensus, après beaucoup de discussions. Donc, sur la question de la place de la religion, on est beaucoup plus sur un statu quo par rapport à la Constitution de 56, donc le fameux article 1 qui dit que la Tunisie est une république dont la langue est l'arabe et la religion est l'islam. Ça ne résout pas le problème pour beaucoup de Tunisiens, enfin certains Tunisiens, mais c'est quand même, on s'inscrit dans la continuité, et là encore, ça permet la continuité au niveau du débat autour de la place de la religion. Le reste, c'est beaucoup plus sur la référence aux droits universels, aux droits de l'homme, chose sur laquelle les droits de l'homiste et les gens de gauche donc, insistent. Et je suis plutôt optimiste, je pense qu'elle sera inscrite dans la Constitution. Et le troisième point, qui est bien sûr le régime à adopter, présidentiel ou parlementaire, ou in fine, je crois que ça sera un régime mixte, donc où il y aura un président qui sera élu au suffrage universel et qui aurait quand même, bien sûr, des prérogatives conséquentes à ce statut d'élu au suffrage universel. Donc je pense que les affaires étrangères et la défense vont être de ces prérogatives, avec possibilité quand même de dissolution, peut-être une fois au cours de son mandat,
de l'Assemblée. Donc ça permettrait à ce président d'avoir quand même un rôle de dernier recours ou d'équilibriste, ou enfin bon, qui pourrait être un vrai père, on va dire, de la nation, donc au-dessus des tiraillements partisans. Donc voilà grosso modo la situation. Je pense qu'on aura au lendemain des élections donc prévues, on va dire fin d'année, troisième trimestre 2013, on aura un gouvernement qui sera inscrit dans la continuité. Mon sentiment est que la Tunisie aura besoin pour les années à venir toujours d'une union nationale, d'une assise politique la plus large possible, encore une fois, parce que les défis sont quand même très importants, et le resteront, parce que le chômage, même maintenant, il est à 16,5% officiellement. On dit quelque chose, mais aussi il y a tout ce qui est précarité, tout ce qui est pauvreté, etc. Donc ça ne peut pas être un gouvernement d'un parti ou même d'un camp idéologique qui va pouvoir résoudre ces problèmes-là. Pour revenir sur les priorités aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité qui aujourd'hui est beaucoup plus apparente qu'elle ne l'était. Bien évidemment, la tension, qu'elle soit politique et sociale, a engendré peut-être plus de violence, ou peut-être qu'elle est plus visible qu'avant. On savait que Ben Ali utilisait deux choses pour nous faire croire qu'il y avait de la sécurité ou de la stabilité, et qu'il mettait beaucoup de policiers dans la rue, mais surtout, il faisait user de la peur comme étant un moyen de prévention par rapport à la violence et bien évidemment aux activistes sous toute forme. Donc, mais ça n'empêche que nous sommes aujourd'hui dans une situation interne qui est tendue et qui fait qu'il y a l'émergence d'une certaine violence, qu'elle soit verbale ou même physique, bien évidemment. Et aussi, d'un point de vue géopolitique, la Libye vit sa transition à sa manière, et que la Tunisie est quand même très proche, et que nos frontières ne sont pas, elles sont perméables. Donc on peut nous-mêmes être, la Tunisie peut être elle-même victime de sa géographie au niveau de ces groupes djihadistes qui ont un autre agenda que la Tunisie a priori, parce que la Tunisie jusqu'à maintenant a été préservée par rapport à, n'a pas été la cible directe pour l'instant de ces groupes-là. Voilà, donc grosso modo j'ai fait un tour d'horizon, et bien évidemment je répondrai bien volontiers à vos questions plus tard. Bien. Merci. Merci Monsieur l'ambassadeur. Alors je crois que vous aurez toutes vos questions à poser, mais je vais passer la parole tout de suite à Yves Aubin de la Messusière pour avoir son analyse de la situation actuelle de la Tunisie. Merci Monique, merci chers collègues, si vous le permettez, parce que moi je suis un ex-ambassadeur. Et d'abord je vais faire une mise au point, parce que Ben Ali n'a pas demandé mon départ, c'est moi qui ai décidé, alors même qu'on avait prolongé d'une année mon séjour, pour dire au Quai d'Orsay et à l'Élysée, je pense que je ne suis plus en mesure de tenir ce poste, parce que ma relation s'est dégradée avec le palais de Carthage, et je ne pouvais pas supporter, au nom de ma liberté personnelle, d'être sous une surveillance permanente, des pressions qui s'exerçaient sur mes collaborateurs. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle, mais si j'étais resté une année de plus, peut-être que Ben Ali aurait demandé mon départ. Et voilà, donc j'ai anticipé en quelque sorte, vous voyez, comme, et c'est au cœur de l'action diplomatique, l'anticipation. Alors voilà, donc je vais vous dire quelques propos, mon regard sur la situation actuelle, comme observateur, observateur un peu éloigné. J'avais eu l'habitude de venir assez régulièrement, là en Tunisie. Là, ça fait, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu m'y rendre. Je m'y rendrai là le mois prochain, et à titre personnel, mais j'aurai certainement l'occasion de quelques contacts pour encore mieux observer ce pays donc, qui a ouvert la voie, qui a ouvert la voie des révolutions dans le monde arabe. Alors ma lecture, donc après
l'assassinat de Chokri Belaïd, donc événement tragique, hein, et qui a touché une personnalité éminente de la nouvelle classe politique de la société civile, est suivi aussi par l'immolation, il y a 2 jours, d'un jeune chômeur. Donc c'est une situation préoccupante, hein, du fait, vous l'avez dit, de l'impasse politique, de la violence. Mais moi j'ai observé, parce que j'observe aussi la situation à travers ce que me disent mes amis tunisiens avec lesquels je suis en contact, mais aussi à travers les médias français et certains médias tunisiens, je trouve qu'il y a une dramatisation excessive, hein, puisqu'on a été jusqu'à évoquer la perspective d'une guerre civile, à laquelle je ne crois pas. On n'est pas dans la situation ni de la Libye, vous y avez fait allusion, qui est à côté, parce que là, tout est à construire, non pas reconstruire, mais à construire pour un véritable État, ni la situation en Égypte, plus préoccupante, et puis alors, bien entendu, on n'est pas dans la situation de la Syrie, là où maintenant on peut évoquer, disons, une guerre civile. Et alors moi, ce qui m'a frappé au lendemain donc, de l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est cette forte réaction, qui n'est pas la première d'ailleurs, mais qui a pris une ampleur extraordinaire de ce qu'on appelle la société civile, en dehors des formations politiques, d'opposition, progressistes, laïques, etc. Et sans doute l'un des plus importants rassemblements en Tunisie depuis fort longtemps. Et voilà, donc, j'y reviendrai hein, sur cette réaction de cette société civile très vigilante pour éviter les dérives. Alors, j'ai eu l'impression que le gouvernement de Narda en a tiré des leçons, et il y a eu un sursaut avec l'impression que ce sont les pragmatiques qui l'ont emporté. Donc il y a eu la démission de Jbali, la formation d'un gouvernement ouvert des personnalités de la société civile, et la renonciation par le parti majoritaire donc, de certains portefeuilles régaliens. Et alors je voulais dire quelques mots sur Narda, disons un peu l'analyse qu'on peut s'en faire vue de l'extérieur, et je ne sais pas si l'ambassadeur partagera ce point de vue. Donc, on savait qu'il y avait des dissensions hein, au sein du parti qui, depuis l'assassinat de Chokri Belaïd et ce qui en est suivi, donc tout ça est apparu au grand jour. Donc, il y a évidemment des lignes de fracture qui traversent, qui sont de 3 ordres, historiques, idéologiques et régionalistes. Je dis régionalistes parce que c'est important, dans un si petit pays. Moi, j'avais fait une observation, on avait fait une dépêche avec mon collaborateur, que vous connaissez bien au moins par ses écrits, même si parfois dans ses écrits il n'est pas indiqué qu'il a été diplomate, il était mon second, c'est un diplomate, et c'est Jean-Pierre Fillu. Et où il y avait une forme de régionalisme, et peut-être une résurgence plus importante là actuellement, et dans un pays dont la société est par rapport à la Libye, par rapport même à l'Algérie voisine et au Maroc, par rapport à la Syrie, plutôt, disons, homogène. Et parce que j'ai observé que Hamadi Jmeli appartient au Sahel. C'est important, comme Bourguiba Ben Ali, parce que peut-être j'y reviendrai, est-ce qu'il n'a pas un grand avenir politique? Est-ce qu'il ne se positionne pas pour être le futur président de la République? Une manière de se retirer pour mieux revenir. Mais je vous le dis, M. Massina, je n'ai aucune indication, ni par le Quai d'Orsay, ni par notre ambassade, mais c'est une intuition. C'est une intuition. Et donc, il y a des luttes d'influence entre les modernistes, les passéistes, les exilés, et ceux qui ont connu la prison. Et donc, le leader charismatique, je crois toujours charismatique, Ghanouchi, doit composer avec tous ces courants. Et il s'est opposé, on peut le comprendre, là vous y faisiez allusion, pragmatique, donc à Jebali, qui voulait déjà ouvrir le gouvernement à des personnalités de la société civile. Voilà, donc il est là en train de naviguer entre les différents courants, et il est évident aussi que ce leader cultive des liens ambigus, on le sait, avec la mouvance salafiste, sur laquelle je reviendrai pour vous donner mon analyse personnelle. Alors, on s'est posé la question, dans la perspective des élections à venir, en octobre, mais beaucoup disent que ce sera difficile de les tenir en octobre pour des raisons pratiques, d'organisation, peut-être au début de l'année, mais ce serait bien que ce soit évidemment avant la fin de l'année. Et est-ce qu'il y aurait une baisse d'influence des Nahda du fait de ces difficultés, voire certains, l'opposition dit incapacité à gérer la situation économique et assurer la sécurité.
Et surtout, le gouvernement, il faut le reconnaître, n'a pas avancé dans la résolution des problèmes sociaux, notamment le chômage, et n'a pas, et ça, j'appuie beaucoup là-dessus, n'a pas amorcé le développement des régions de l'intérieur, du centre et de l'ouest, totalement délaissées par l'ancien régime. C'est ce que nous observions lorsque nous étions en Tunisie là, avec mon équipe, et alors même que ces régions ont été au cœur de la contestation. Mais d'un autre côté, Narda n'a pas montré sa disposition à bouleverser l'ordre économique et social. Donc il a une tendance à conjuguer une politique souvent qu'on estime ultra-libérale, pas très loin de celle de l'époque de Ben Ali, et évidemment la corruption moins, et la prédation moins, et avec une forme d'archaïsme sociétal. Et en tout état de cause, si on se projette sur l'avenir, Narda restera probablement la première formation politique sans être dominant. Il faudra compter sur elle, mais elle sera aussi dans l'obligation de gouverner avec une coalition. Alors en face, donc il y a les deux autres parties de la coalition, le CPR et le Takatol, dont on dit, je crois que c'est assez juste, marginalisés, qui ont subi ces deux formations une hémorragie de leurs militants, voire de leurs députés. Toutefois, on voit une opposition qui s'organise et il se rassemble maintenant autour de deux pôles. Nida Tounis, de Kaïdé Sepsi, on peut qualifier globalement centriste, et le Front populaire progressiste. Alors ce qui est intéressant, il y a des sondages, je ne sais pas ce que valent les sondages, mais je pense qu'ils s'affinent au fur et à mesure, parce qu'à l'époque de Ben Ali, bien entendu, il était impossible d'avoir des sondages. Comme ça, on se serait aperçu que les élections, lorsqu'ils les organisaient, la participation, c'était de l'ordre de 20%. Et parce que nous avions quand même à l'ambassade quelques indications. Alors, il y a un récent sondage, je l'ai vu là, sur un site, qui met... le premier, c'est Nida Tounis, pas très loin de Narda. Si le souvenir, parce que je n'ai pas noté les chiffres, 37 et quelques pourcents pour Narda, et pour Nida Tounis, aux alentours de 35%. Et certains pensent que si on agglutine, disons, Nida Tounis et puis les formations progressistes, on ne serait pas loin de 50%. Alors bon, ça laisse un certain espoir, mais c'est pas forcément évident. Alors voilà, donc vous en avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, la Constituante tarde à élaborer donc la nouvelle Constitution et le Code électoral. Alors le problème, c'est de savoir quel type de régime parlementaire ou semi-présidentiel. Effectivement, on parle d'une tendance vers le régime semi-présidentiel, et c'est ce qui amène, parce que je crois que Narda était plutôt favorable à un régime proprement parlementaire. Puisqu'on va vers un régime semi-présidentiel, alors même qu'il annonçait autrefois « nous n'aurons pas de candidat à la présidentielle », cette fois-ci, probablement, on peut l'estimer, un candidat qui pourrait être Jebali ou un autre. Voilà, donc, en tout cas, il y a actuellement une recomposition du paysage politique, et au fur et à mesure qu'approcheront les échéances, peut-être y aura-t-il progrès dans le rassemblement de la constitution de ces deux pôles. Et alors voilà, donc concernant, là vous l'avez dit effectivement, puisqu'on regarde l'article 1 de la Constitution de l'époque de Bourguiba, donc c'est un compromis qui a été accepté, mais d'autres qui font une critique du projet de la Constitution tel qu'on le connaît actuellement, enfin je pense qu'il y a plusieurs drafts, c'est qu'ils s'en inquiètent qu'il n'y a pas explicitement référence à la charia. Hein, on ne dit pas que l'islam est la source essentielle ou principale de la législation, mais on dit que dans le préambule, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, on évoque souvent, disons, l'attachement, le respect des valeurs de l'islam, etc. Alors, il faut peut-être éviter des ambiguïtés telles qu'elles existent dans la constitution égyptienne. Voilà, donc des ambiguïtés qui fait que cela peut inquiéter effectivement certaines formations politiques, voire la société civile, mais en tout cas, les travaux sont très avancés, il faut espérer qu'effectivement cette constitution puisse être présentée prochainement. Alors moi ce que je dis, parce qu'il y a toujours cette inquiétude vis-à-vis de la situation en Tunisie, mais sans dramatiser, parce qu'on constate qu'après 2 ans, les acquis essentiels ont été préservés, même s'il y a parfois, comme vous disiez, des violences, je vais y revenir, des dérives, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifester. Et quand on voit la presse et les sites de Tunisiens après l'assassinat de Choukri Belaïd, donc, qui était extrêmement sévère, et sévère à l'égard
du gouvernement. Il n'y a pas de texte réglementaire aussi qui restreigne le statut personnel et le droit des femmes, et qui ont montré aussi leur capacité à réagir quand à un moment il avait été question dans la Constitution, dans le projet de la Constitution, d'indiquer que la femme est complémentaire de l'homme. Mais ceci dit, je crois que dans le projet, on ne dit pas que la femme est l'égale de l'homme. Alors voilà, il y a toujours une discussion peut-être à venir. Et alors je reviens. Donc au total, on reste dans un processus démocratique et la forte réactivité de la société civile contre toute tentation de dérive autoritaire et aussi pour la préservation des acquis de l'époque de Bourguiba. Et aussi, on peut élaborer peut-être un peu plus tard, ce qui me frappe, quand j'étais en poste, donc à l'époque de Ben Ali, le seul vrai contre-pouvoir, c'était l'UGTT. Et on voit la forte présence aussi, réactivité de l'UGTT, qui avait un moment menacé une grève générale et qui finalement l'a retirée après une négociation, une discussion avec le gouvernement, mais il sera, l'UGTT, très présente. Alors, bon, on n'a pas, pour vous dire rapidement, parce que je vais rester dans le temps, mais vous m'interrompez, Monique, hein, les indicateurs, pardon, les indicateurs économiques. Donc, évidemment, l'économie tunisienne, ben, c'est comme aussi ceux des pays qui ont connu des bouleversements, voire des révolutions, touchés à la fois par l'impact, donc le choc de la révolution, mais aussi l'impact de la crise mondiale. Hein. Donc, c'est le secteur touristique qui est fortement touché, tandis que les investisseurs, ça c'est plus inquiétant, peut-être à la fois nationaux et étrangers, sont attentistes et attendent, disons, cette stabilité politique avant d'envisager des investissements importants, mais en compensation, il y a eu cette bonne récolte et puis les exportations vers la Libye. Je crois qu'effectivement cette ouverture vers la Libye a permis de donner une forme d'embellie en 2012 hein, en termes de croissance, mais risque de retomber en 2013 si véritablement se confirmait cette instabilité politique et des violences telles qu'on l'a connues récemment. Mais enfin, en tout cas, dire que la Tunisie est beaucoup moins touchée que l'Égypte et que la Libye. Et donc on ne peut pas dire qu'on l'a vu quelque part que la Tunisie est en faillite grâce aux facilités qui sont données par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aussi l'AFD, hein, donc qui a apporté des aides, y compris des aides budgétaires. Alors je voudrais vous livrer une réflexion un peu personnelle autour du salafisme. Du salafisme, j'ai remarqué, M. l'ambassadeur, vous n'avez pas nommé le salafisme, alors qu'il est là dans le paysage. Et alors, il y a salafisme et salafisme, hein, il y a ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, d'ailleurs on en rencontre, moi j'habite dans le 11e arrondissement, ils sont pas vraiment quiétistes, ils sont dans la mosquée, etc., ils ne sont pas du tout dans la politique et dans la violence, mais il y a de plus en plus les salafistes politiques. Et alors on l'a vu en Égypte, où ils ont très rapidement, le parti Nour, formé une formation politique proprement salafia, et qui a emporté, si je me souviens bien, aux alentours de 20% des votes, ce qui n'a pas été le cas en Tunisie, puisqu'il n'y avait pas de formation qui était à l'époque autorisée, ce qui est le cas. Et donc d'après ce que je comprends, il y a 3 formations proprement salafistes. Donc ils seront présents probablement donc, aux prochaines échéances, donc il faudra compter sur eux, et c'est ce qui explique peut-être, disons, de la part de Nahda, l'hésitation, disons, à agir, voire à réprimer certains courants salafistes violents. Et voilà, donc ils sont minoritaires, mais visibles. Alors ce que je voulais vous dire à propos du salafisme, moi, ce qui m'intéresserait, c'est une étude de fond. Là, je me retourne vers un collègue qui est au Centre d'analyse et de prévision, et c'est-à-dire d'avoir une vision, il n'y a pas d'international salafiste, hein, c'est évident, mais elle est en train de se former à travers les médias. Et quand j'étais en Tunisie, on m'avait présenté un texte je crois qu'il s'appelait Mohamed Ibn Abdel Wahhab, le fondateur à la fin du XVIIIe siècle du wahhabisme, qui avait envoyé des injonctions à tous les souverains et maghrébins et au Bey de Tunis pour dire, ben, je vais vous dire, vous êtes de mauvais musulmans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais parce que vous pratiquez le maraboutisme, vous pratiquez le culte des saints, et aussi le soufisme. Alors, évidemment, donc vous êtes en quelque sorte des hérétiques. Alors le Bey de Tunis, embêté, a réuni les imams, et il a répondu, donc j'ai lu la lettre qui m'a été, enfin, c'est dans un ouvrage, et que j'avais essayé de traduire, mais j'ai pas eu le temps de le faire, ce serait intéressant de le faire, et bien lui qui a fait sa réfutation, bonne et due forme, pour dire non, les bons musulmans, c'est nous, nous avons nos spécificités. Et voilà, donc ce sont ces spécificités, pas uniquement pour la Tunisie, pour d'autres pays, aussi de la région, du Maghreb,
comme du Mashrek, et on assiste à une forme d'uniformisation du culte rigoriste, et en effaçant les différences au nom de ce qu'on appelle en arabe l'ijma, c'est-à-dire il faut aller vers le consensus. Et donc, tout ce qu'on appelle bab el-ijtihad, eh ben, n'est plus maftour, le mughlaq, c'est-à-dire l'interprétation personnelle. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y a un article qui est très intéressant de Meddeb, qui date de la mi-décembre, où justement sur le titre « Le monde musulman qui subit une uniformisation dévastatrice », il était en Indonésie, de l'Indonésie au Maghreb. Et donc, il y voit, peut-être avec un petit peu d'excès, comme souvent chez Abdelwahab Meddeb, une déferlante wahhabite et salafiste un peu partout dans le monde arabe. Et là, il y a donc les chaînes satellitaires transnationales, je ne parle pas d'Al Jazeera, hein, même si elle a ouvert ses antennes à des mouvements, y compris salafisme, mais il y en a d'autres, comme la petite chaîne qui monte, qui s'appelle Iqra, et en arabe, parce qu'ils ne sont pas arabisants, Iqra, ça veut dire, c'est l'injonction, c'est l'impératif, lis. Iqra et Qur'an, c'est la même racine, lis le texte sacré. Alors voilà, donc, alors ce que j'ai vu aussi en Tunisie, d'ailleurs les médias, curieusement, n'en ont pas parlé, pas tellement, je trouve, c'est que des salafistes s'en sont pris à des lieux de culte de saints, en particulier à Sidi Bou Saïd. 14 ou 15 ans. Et il y en a eu une dizaine, une quinzaine aussi. C'est terrible, parce que ça ressemble, mais c'est moins médiatisé, à ce qui s'est passé au Mali. Et ce qui s'est passé, bien entendu, aussi en Afghanistan. Donc on voit cette imprégnation, disons, d'une partie de la société, d'une frange, par ce mouvement salafiste, et qui se fait en dehors des formations proprement politiques. Voilà, donc ça peut être une préoccupation pour l'avenir. Et aussi, quand on dit d'un côté il y a Narda, de l'autre les salafistes, oui, il y a des séparations, mais à l'intérieur de Narda, pour moi, il y a aussi une sensibilité salafiste. Donc les frontières sont poreuses. Et quand on va du salafisme, on peut passer facilement au djihadisme. Il faut voir ce qui s'est passé en Égypte, Zawahiri, donc le numéro 2 d'Al-Qaïda, et à l'époque, maintenant numéro 1, je ne sais pas où il en est, eh bien, c'est un ancien salafiste qui est sorti du territoire, parce qu'il n'y a aucune chance de faire évoluer les choses à sa manière, vue par les Canadiens en Égypte, et qui est sorti du territoire pour aller en Afghanistan. Donc, voilà. Donc, et ce qui est aussi une autre préoccupation, c'est de voir le nombre de Tunisiens ça existait déjà à l'époque, quand évidemment, on observait de très près avec les services tunisiens, pour dire qu'il y avait une bonne coopération, c'était très utile, parce que chacun trouvait son intérêt, la France et la Tunisie, parce qu'il y avait des Tunisiens dans des réseaux caïdistes, et on les voit assez nombreux, c'est l'une des nationalités les plus importantes. On l'a vu en Algérie, quand il y a eu cette action menée contre une raffinerie, on le voit aussi au Mali, et on le voit surtout, paraît-il, aussi en Syrie. Alors, ce sont souvent ces djihadistes qui, parfois, ont vocation à revenir sur le territoire tunisien. Alors, ça peut être, et puis il y a eu des découvertes de caches d'armes, probablement, venues de Libye. Il ne faut pas dramatiser, mais il faut voir, il y a cette réalité qui est très forte. Voilà, alors, concernant, disons, si on veut parler de manière un peu générale, on est peut-être dans un temps islamiste, hein, comme en Égypte, comme dans d'autres pays, mais qui n'est pas forcément appelé à durer. Et je vous cite, là, il y a un livre très intéressant qui vient de sortir de Gilbert Achkar, « Le peuple veut ». El-Sharb Yurid. Alors évidemment, il n'y a pas, entre parenthèses, Isqat al-Nizam veut la chute du régime. Il l'appelle « Le peuple veut ». Et il fait donc, lui, une analyse du soulèvement arabe, très critique à l'égard des mouvances islamistes, incapables, dit-il, de gérer les problèmes de leur pays, sans programme économique, et difficile, et aussi difficulté pour ces mouvances islamiques de passer à une culture d'opposition, à une culture de gouvernement. Et voilà, donc, et puis il parle aussi, il souligne le rôle néfaste de l'Arabie Saoudite et du Qatar, sur lequel, effectivement, il faut s'interroger dans l'ensemble de ces pays. Voilà, je voudrais vous dire 2 mots, pour finir, entre la France et la Nouvelle-Tunisie. Moi, ce qui me frappe, hein, je l'avais observé au lendemain de la chute de Ben Ali, hein, parce qu'on n'a pas été au rendez-vous de l'histoire, hein, quand on s'est contenté de constater la transition démocratique, de prendre acte. Voilà, quand on prend acte, ça veut dire qu'on n'est pas forcément satisfait de la nouvelle situation, alors même que Barack Obama soulignait le courage et la dignité qui est mot-clé de toutes ces révolutions, carrément.
Et alors j'ai vu à travers des déclarations d'un ministre un peu maladroite, quand il parle de l'international ou du fascisme islamiste, et puis aussi laissant entendre que la France appelait de ses voeux la victoire pour les prochaines élections, les prochaines échéances électorales, des forces démocratiques et laïques. Alors s'il y a un mot, moi je suis président de la mission laïque française, et il y a un mot, je ne dirais pas qu'il est tabou, mais j'ai remarqué qu'il est tabou aussi parmi les formations politiques progressistes, parce qu'il y a un malentendu sur le terme laïque. Si vous voulez, je vous pourrais, là, c'est un problème aussi de sémantique. Pas maintenant, pourquoi ? Pas le temps. Pas le temps, très bien. Alors, On répond à cette question. voilà. Et donc, mais j'ai pas d'inquiétude majeure. Donc, on a vu, il y a toujours une forme de ressentiment, disons, dans l'opinion en général, et pas d'inquiétude majeure, tant la relation étroite est une nécessité pour les deux partenaires, et toutes les forces politiques ont une grande attente à l'égard de la France, qui était là, un peu plus tard, au rendez-vous, lorsque nous avons fait la promotion du partenariat de Deauville. Et c'est nous, la France, qui a, à cette époque c'était la Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, mobilisé les partenaires européens, américains, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Voilà, donc, et aussi un autre signe de confiance, c'est la présence de ces 1200 entreprises françaises en Tunisie, et il y en a à peu près une vingtaine seulement qui ont quitté le site tunisien. Et ça, c'est un bon signe de confiance. Voilà. Alors, au total, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir de la Tunisie. On est encore, vous l'avez dit, dans une phase de transition. On arrive à l'oublier. Donc, il peut y avoir encore de nouveaux soubresauts. Et je dis souvent à mes amis tunisiens, vous avez une obligation de réussite, évidemment pour vous-même, mais aussi, puisque vous avez ouvert la voie des révolutions dans le monde arabe, vis-à-vis de vos voisins et de vos partenaires arabes. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à nos deux diplomates. Je voulais proposer à Delfeki de rebondir tout de suite sur les propos de Ivo Ban la Messusière, mais il m'a glissé qu'il valait mieux donner la parole à la salle. En effet, il reste juste 40 minutes et il faut que vous ayez le temps, vous, de réagir et surtout de faire sortir à nos intervenants ce qu'ils n'auraient pas dit sur des sujets qui vous intéressent, vous. La parole est à vous. Alors, je vais prendre les 3 demandes de parole qui viennent de surgir là. Et puis, c'est formidable parce que là, même la première question est sortie tout de suite. Souvent, il faut attendre. On trouve la deuxième question, mais pas la première. Hein. Alors, 1, 2, 3. Bon, à vous. Bonjour, moi ma question s'adresse à l'ambassadeur de Tunisie. Vous avez parlé de statu quo à propos de l'article 1er. J'aimerais savoir ce qu'est un statu quo à propos de cet article, parce que soit il est descriptif, soit il n'est pas descriptif. S'il n'est pas descriptif, il a force de loi et les juges peuvent s'appuyer dessus dans leur jugement. Donc voilà, j'aimerais connaître le statu quo. On regroupe les questions. On prend la deuxième question. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. On a beaucoup parlé du présent, du futur. Moi, je voulais revenir sur le passé. La relation entre la France et la Tunisie pendant l'ère Ben Ali. Donc, le point de vue de monsieur l'ex-ambassadeur qui était en poste en Tunisie et le point de vue de l'actuel ambassadeur, de savoir ce qu'il a pu trouver à l'ambassade de Tunisie à Paris. Voilà. Troisième intervention. Et puis ensuite, nous en prendrons. Nous en prendrons ensuite 3 autres. Oui, moi je voulais d'abord remercier évidemment les ambassadeurs qui sont ambassadeurs, je ne le suis pas, je suis tunisien, et je voulais juste ramener un peu la voix un peu plus réaliste et un peu moins officielle, même si ce sont des ambassadeurs qui se distinguent par une liberté de ton tout à fait remarquable qui n'existe pas dans tout le corps diplomatique, je tiens à le préciser. Alors moi j'ai 2 points qu'aucun des deux, peut-être Yves à la fin, parce qu'il se trouve, monsieur l'ambassadeur, que je suis tunisien, mais je connais l'ambassadeur français, mais pas l'ambassadeur tunisien. C'est bien, c'est bien. C'est un tunisien aussi. Et Yves, à la fin, il faisait allusion, c'est le rôle prépondérant de l'argent. On parle de choses comme si c'était des problèmes de conviction. J'ai la conviction que c'est des problèmes d'argent. La deuxième chose, et là aussi c'est presque un appel à cette belle assemblée, c'est que si je vis en Tunisie, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il y avait un danger, je ne suis strictement pas un héros, je n'y serais pas resté. Et je dis ça parce que ce qui me chagrine le plus,
c'est cette espèce de pression médiatique qui fait qu'on se pose la question avant de prendre son billet d'avion. Vraiment, profitez-en, prenez le billet d'avion, il est particulièrement pas cher actuellement. Et vous êtes, non, mais c'est vrai, c'est important. Et vous êtes tout à fait les bienvenus. Moi, j'ai une fille qui a 24 ans et qui était à la Sejdir, qui était à Gafsa, qui était dans tous les endroits réputés chauds. Je ne vous dirai pas que j'ai parfaitement dormi, mais je ne crois pas qu'il y ait un vrai danger. Venez voir, parce qu'il s'y passe des choses, et ces choses... Et un dernier point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est que, et vous ne l'avez pas dit, mais vraiment un point très rapide, les salafistes, il y a 5% d'intellectuels qui pensent, et il y a 95% de bandits, qui aujourd'hui sont salafistes, demain se raseront la barbe, et deviendront les barbouzes des uns et des autres, et c'est dans ces 95% qu'on va trouver la plupart des Tunisiens qui sont en Syrie, au Mali ou en Libye pour gagner de l'argent à faire le commandement. Voilà, merci. Bien. Alors, nous allons prendre les questions dans l'ordre, mais peut-être qu'on demandera aussi une réponse à Ivo Ben Lamessuzien. Vous l'avez posée à monsieur l'ambassadeur Adel Fekki. Hein. Donc, première question, place de la religion et un point de droit, en fait. Je ne suis pas un homme de droit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le débat politique autour de la place de la religion a pris beaucoup de temps, d'énergie, et que, on va dire, les forces politiques, certainement, chacune a une idéologie, mais qu'il fallait être fidèle au ressenti de la population. Donc, certains progressistes disaient que la place de la religion, il fallait un État séculier entièrement, ne pas laisser d'ambiguïté, donc la religion n'a pas de place en politique, et bien entendu les islamistes qui voulaient aller jusqu'à mettre dans la Constitution la charia comme étant source de loi, parmi d'autres. Mais bon. Donc il y a eu tout ce débat autour de la charia, et in fine il y a eu un compromis politique, je précise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat qui peut accoucher d'une décision claire, sauf si on décidait d'organiser un référendum sur cette question. Donc, est-ce que la charia peut être une source de loi? Et aujourd'hui, la Tunisie, je ne pense pas qu'elle soit prête à vivre cela, parce que ça diviserait la Tunisie pratiquement en deux, comme peut-être ça a été le cas en Égypte. Je ne veux pas me prononcer, mais il faudrait y réfléchir. Donc aujourd'hui, on s'est dit, oui, il y a un consensus autour de la place de la religion en tant que culture, et en tant qu'héritage, et en tant que référentiel culturel, encore une fois, mais laisser la place au débat pour l'avenir à comment interpréter justement cet article de la Constitution. Parce qu'il n'est pas encore force de loi directement. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la prochaine assemblée d'élus, peut-être des débats autour de lois qui seraient concrètement, bien sûr, qui feront référence à ce fameux article 1er, mais qui vont, elles, être beaucoup plus dans la pratique, l'exécution ou l'expression de cet article-là. Donc, quelque part, le compromis politique, c'est de différer le débat dans un autre cadre qui va encore, qui va venir. Je me permettrai d'ajouter un mot sur ce sujet. D'après l'expérience que j'en ai eue en 25 ans de vie en Tunisie, il était très clair que la religion n'était pas la source du droit écrit officiel. Elle était quand même beaucoup la source de décisions de justice et même la source de circulaires pas publiés qui permettaient aux magistrats d'avoir où s'appuyer pour prendre des décisions conformes à la religion et non conformes au droit tel qu'il était écrit, qu'on pouvait lire. Donc ça nous amène à la deuxième question sur le passé. Hein. Mais moi, ma connaissance du passé de ce système-là, c'était très nettement, et je crains que nous retrouvions cela. C'est-à-dire, la religion n'est pas la source du droit officiellement, mais elle est la source de la pratique des magistrats et de l'administration quand ça se trouve. Est-ce que je peux répondre rapidement?
peut-être qu'on vous... Alors très rapidement, parce qu'il faudrait qu'on donne la parole à la personne qui voudrait que nous parlions du rôle du passé de la relation franco-tunisienne à l'époque Ben Ali. En fait, c'était justement le sens de ma question, parce que Ce qui m'a fait sembler. le risque avec cet article, c'est que des juges s'affranchissent carrément du droit pour se référer à cet article et appliquer leur propre conception personnelle du droit musulman, comme ça a été le cas en Égypte. Est-ce que le débat porte sur cette problématique ou pas du tout? Pas pour l'instant, mais c'est ce que j'ai expliqué. Je pense que ça va faire l'objet de débats entre les magistrats, entre la société civile. C'est un débat qui a été différé, en grosso modo, pour résumer. Merci. Alors, sur le passé. Alors oui, sur le passé. Alors, Je suis gentille de vous oui, poser le micro. oui. Je pourrais le prendre aussi parce que j'y ai été confrontée, mais allez-y. Alors, contrairement à ce qu'on a pu penser, la relation, quand on parle de la relation franco-tunisienne, alors on parle de relation de chef d'État à chef d'État. Quand on est ambassadeur, c'est comme vous, ambassadeur, vous êtes représentant du chef de l'État, du chef du gouvernement, de tous les ministres, etc. Elle n'a jamais été chaleureuse avec Ben Ali. L'époque de Mitterrand, c'était extrêmement clair. Et Chirac, je ne dirais pas plus chaleureuse, un peu plus proche, qui avait des difficultés à aborder les véritables problèmes dans les tête-à-tête. Ce que je disais, mon président de la République, à son entourage, c'est l'occasion, parce qu'il y a toujours des tête-à-tête, de parler de la question des droits de l'homme. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé. Donc on était, y compris Dominique de Villepin, Gordon Montagne, qui était le Sherpa, le conseiller diplomatique du président, à la sortie d'un entretien avec Ben Ali. Le président de la République, Jacques Chirac, a sorti une phrase que j'ai entendue 20 fois dans la bouche de Ben Ali. Le principal des droits de l'homme, c'est de pouvoir se nourrir, c'est de pouvoir se loger, regarder la Tunisie, etc. Voilà ce qu'il a ressorti. Ce n'était pas du tout prévu dans la conférence de presse. Alors il s'est rattrapé par la suite, parce qu'on l'a pris à part pour dire là, il y aura un problème en France de réaction. Les médias s'en sont saisis. Et alors pour parler, disons, relation de chef d'État à chef d'État, et d'ailleurs, je me souviendrai la dernière phrase du président de la République à la fin de sa visite d'État, il m'a dit, parce qu'il lisait probablement un peu ma correspondance, on a tiré des conclusions, et parmi les conclusions, il disait, dans les années prochaines, ce sera extrêmement difficile pour le régime de Ben Ali, parce que la situation politique, cette absence d'ouverture qui doit accompagner les ouvertures, les progrès dans le domaine économique, voire social, qui est quand même une réalité, il faut bien le connaître, et aussi, en raison même, il a beaucoup insisté là-dessus, la corruption et la prédation. Et c'est, disons, l'un des moteurs des révolutions dans le monde arabe, pas uniquement en Tunisie, avec ces confiscations des rentes, pas forcément pétrolières, parce qu'il n'y a pas de pétrole en Tunisie, ni en Égypte, mais téléphonique, le tourisme, etc., l'aviation. Et alors voilà. Donc alors avec Nicolas Sarkozy, je peux raconter une anecdote, je crois que je l'ai mis dans mon livre, c'est que j'étais revenu de Rome, parce que c'était ma dernière ambassade, on a toujours pensé que c'était une compensation parce qu'on m'avait viré de Tunis, mais pas du tout. Et je reviens donc, et la cellule diplomatique de l'Élysée, à la veille du déplacement de Nicolas Sarkozy, me montre le projet de discours, et le discours écrit et lu. Ce n'est pas une improvisation comme pour Jacques Chirac. Où, là, les médias en ont parlé, où on constatait dans ce projet de discours qu'il y avait des progrès dans le domaine des droits de l'homme. Alors j'ai aussitôt, puisqu'on m'avait demandé de regarder le texte, alors j'ai rajouté quelques ajouts qui ont été maintenus, notamment sur le rôle des femmes, et avec quelques précisions. Et donc j'avais dit, cette phrase-là, il faut l'enlever. C'est pas la peine de dire qu'il y a dégradation, ou que c'est pas la peine d'aller dans la provocation quand il y a une visite d'État. Mais ce serait un encouragement, puis le président va s'en saisir. Et bien, cette phrase, j'ai toujours été surpris, j'ai pas compris pourquoi elle est restée. Et on a vu les réactions qui s'en sont suivies, et ça ressort assez régulièrement dans certains médias. C'est ce que j'appelle, moi, une forme de ressentiment, parce qu'on n'a pas été là au bon moment, cette relation avec Ben Ali qui n'était pas aussi forte qu'on le croit. Le dialogue politique était extrêmement difficile avec Ben Ali, et notamment aussi même sur les questions aussi de sécurité. Il fallait forcer la main de Ben Ali quand le juge Bruguière, avec une commission rogatoire, puisque quand il y a eu l'attentat à Djerba en 2002, eh bien, 2 Français ont disparu. Et voilà, mais par contre, avec le gouvernement, parce qu'il y avait de très bons ministres, là, on a pu mener à bien des projets de coopération qui étaient, qui n'a pas eu de dérive.
Et voilà, donc tout ça est resté. Alors voilà, donc cette relation, disons à plusieurs niveaux, la difficulté aussi, c'est cette difficulté qu'on avait, hein, un ambassadeur, comme les autres ambassadeurs européens, c'est d'avoir des contacts avec l'opposition, même légale. On me faisait des reproches parce que je voyais, comment il s'appelle, Najib Chebi, formation légale. Et puis un ministre des Affaires étrangères qui lui donnait avec une fiche de police. Il disait, mais vous avez un collaborateur qu'il a rencontré à tel endroit, dans tel restaurant. Alors je disais au ministre des Affaires étrangères, mais cet opposant, je vais le recevoir à la résidence dans 15 jours, de manière ouverte, et je le maintiens. Alors voilà, c'était parfois difficile, puis quand il y avait des livres qui sortaient, mon ami Ben Ali, etc., donc il y avait une surréaction, bien entendu, de ce régime. Voilà, donc les relations quand même nécessaires, relations fortes, hein, comme on a avec l'ensemble des pays du Maghreb, mais c'était avec Ben Ali le plus difficile, et il y avait des rencontres qui étaient extrêmement rares, parce que le président se déplaçait assez peu. Voilà ce que je peux dire comme témoignage. Merci. Le troisième intervenant a posé la question du rôle de l'argent dans la politique tunisienne aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, c'est de l'argent qui arrive des pays du Golfe dont on parle. Qui veut aborder la question? Chacun. Bon, c'est vrai, je rejoins Monsieur l'ambassadeur sur la question du système socio-économique. Nous sommes plus dans la continuité, avec moins la corruption et le clientélisme, etc. Donc la Tunisie aujourd'hui, bien évidemment, a des soucis économiques. J'ai un peu énuméré, mais nous avons donc les aides surtout multilatérales, mais aussi bilatérales. Et notre premier partenaire ou financeur reste tout de même la France. Il ne faut pas l'oublier, en bilatéral. Les investissements du Golfe ont été toujours historiquement et restent sur des secteurs qui sont beaucoup plus sur l'immobilier, ce qui est spéculation, on va dire, peut-être la promotion immobilière, il y a un projet qui est en cours, peut-être sur 2 heures touristiques. Mais en termes de volume, je pense qu'il n'y a pas de grands changements à ce niveau-là. Donc nous sommes dans la continuité et les mécanismes d'aide provenant du Moyen-Orient ou d'autres même de Chine ou d'ailleurs ne représentent pas grand-chose. Donc voilà, donc surtout du multilatéral et avec les amis européens dans la France principalement. Merci. Vous avez répondu sur l'argent officiel, mais je pense que la question qui se posait, c'était probablement les flux d'argent officieux. Et peut-être que vous avez des informations. Donc, je n'ai pas d'informations précises, mais parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le financement par les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite d'un côté et le Qatar de l'autre. Donc, auprès de ces mouvances islamiques, que j'appellerais moi la mouvance comme Nahda, frères musulmans, islamo-conservateurs en quelque sorte, et puis il y a des mouvances beaucoup plus radicales. Alors on parle d'un partage des rôles en quelque sorte, qui s'est fait comme ça sur le terrain, les Saoudiens finançant plutôt les mouvements radicaux. Et je pense que ce n'est pas l'État saoudien, et ce sont les familles et les fondations. Et depuis longtemps d'ailleurs, et aussi c'est le cas aussi en Afrique. Alors on dit que le Qatar, lui, financerait, pas de preuve, enfin on le dit tellement je pense que ça recouvre une certaine réalité, ces mouvances islamo-conservateurs, enfin musulmans, Nahda et autres. Et ce qui a amené, mais ce qui n'empêche pas, parce qu'il y a certaines ambiguïtés aussi hein, du côté du Qatar. Hein. D'ailleurs, beaucoup de livres sont en train de sortir actuellement, il y en a peut-être 4, là, on va les trouver dans la librairie, sur le Qatar, l'énigme du Qatar, les ambiguïtés du Qatar, parce qu'il y a des ambiguïtés, et il n'y a pas de doute qu'au Mali, alors quand on dit qu'en Syrie ils fournissent des armes, probablement pas, au Mali certainement pas, mais il y a à travers aussi les familles, les fondations, voire l'État lui-même, qui apportent des financements importants à telle et telle organisation, à telle association, même caritative, et qui peuvent servir éventuellement à l'achat d'armes. Alors, ce qui a amené donc pour prendre le Qatar, à apporter des aides et des financements, en tout cas pour l'Égypte c'est clair, la balance des paiements,
Je crois que c'est beaucoup moins le cas pour la Tunisie, mais il y a une petite aide budgétaire du Qatar. Et d'après ce que l'on dit, beaucoup de promesses, et puis finalement assez peu de réalité. Et il y a toujours la continuation donc, du Qatar de financer, enfin aussi d'investir dans des secteurs peu productifs, l'immobilier, je crois aussi à Tozer, ils ont acheté aussi un ensemble, voilà. Voilà, donc il y a, disons, dans ces pays-là, une certaine déception à l'égard du Qatar, et puis, Arabie Saoudite, Qatar, il n'y a pas de doute des ambiguïtés sur des types de financement qui permettent indirectement, et s'ils apportent ces financements, c'est pas pour déstabiliser le régime, c'est parce qu'ils veulent exercer une influence. Hein, quand on dit pour le Qatar, la Syrie, c'est un dossier que je suis bien, on dit que parfois le Qatar, c'est possible, achète, puisqu'il achète tout, c'est très bien, ben, des katibas. Pas forcément les plus radicales, pour pouvoir, dans l'avenir, parce qu'ils pensent à l'après-Assad, de pouvoir exercer une influence. Alors là, évidemment, ça peut être un risque. Merci Yves. Je peux prendre 3 autres questions. Alors, on les prend de ce côté-ci. J'en ai 3 groupées là. Facile. Alors, madame d'abord, monsieur, puis madame. Bonjour, je suis tunisienne aussi. Kelsoum Jmaïl, je me présente. Alors, on parle très peu de la démographie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la Tunisie a le mérite d'avoir toujours contrôlé cette démographie depuis Bourguiba, grâce à Bourguiba. Mais maintenant, nous n'avons plus ce même, comment dirais-je, contrôle envers la... parce qu'il y a ces mouvements extrémistes musulmans et qui disons, poussent à... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Qui poussent donc à avoir moins de... c'est-à-dire le planning familial, je crois, hélas, n'est pas suivi de la même manière. Voilà. Bien. Monsieur ? Bonjour, Harold Iman de BFM TV. Je voulais vous demander, est-ce que en Tunisie, comme il y a en France, une séparation radicale entre 2 choix existe? C'est-à-dire que les progressistes devraient s'unir pour complètement battre en brèche totalement tout ce qui est islamiste, et l'autre versant serait il faut composer avec les gentils islamistes et peu à peu utiliser leur côté démocratique comme avec l'AKP en Turquie. Est-ce que vraiment ce choix-là existe de façon crue? Merci. La 3e, madame? Oui. Alors c'est par rapport au début de la révolution en Tunisie, le rôle des États-Unis, est-ce qu'ils ont vraiment été plus réactifs que la France, ou bien il s'agit d'une fable, ce que démontrerait éventuellement Wikileaks? Sur la démographie et la menace qui pèserait, d'après vous, actuellement sur le contrôle familial qui, en effet, depuis les années 65-70, a conquis petit à petit toute la société tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on sait sur la question? Je vous vois tous les deux un peu quoi? Non, parce que statistiquement, je ne vois pas les chiffres de la même façon que vous. C'est-à-dire le taux de natalité est tout à fait honorable. Il est proche d'ailleurs de celui de la France. Nous avons aujourd'hui une population jeune et même, je dirais que nos projections dans l'avenir font qu'on a quelques réserves sur ce taux de natalité qui devrait s'accroître. Parce qu'on pourrait avoir des difficultés à trouver une jeunesse productive au bout de 20 ans. Enfin, un vieillissement de la population à partir de 2030. Donc aujourd'hui, d'un côté idéologique, je ne sais pas s'il y a des indications, même sur le terrain, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des groupes ou des islamistes qui poussent à la natalité. Je pense que c'est un peu trop tôt pour émettre un tel jugement. Enfin, c'est mon avis. Je passe à une autre question. Alors, il y a la 2e question qui porte sur... les progressistes et islamistes. Comment est-ce qu'il faut un choc frontal entre 2 lignes, hein? Écoutez, je ferai juste une description de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est mieux, parce que sinon on serait plus dans la spéculation. Aujourd'hui, on a bien vu, encore une fois, que les partis politiques,
Il y a eu, j'ai décrit tout à l'heure qu'il y a eu une tentative, enfin qu'il y a aujourd'hui un projet, une coalition, qui est au-dessus des idéologies telles qu'on les voit ici en Europe, c'est-à-dire progressistes, islamistes. Donc on est en train de voir des gens qui ont été élus principalement parce qu'ils revendiquaient une rupture par rapport au bénalisme ou à la dictature. Donc ils ont eu environ 70%, et pendant la campagne électorale, ils l'ont bien exprimé. Donc ensuite, aujourd'hui, ces forces politiques sont en train de tout faire, puisqu'elles sont majoritaires très largement, pour mettre en place un socle démocratique. Et c'est trop tôt pour dire est-ce que les islamistes vont devenir tous, entre guillemets, démocrates ou pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Mon sentiment personnel, je pense qu'il y aura une mutation de ce parti Nada. Ça ne veut pas dire qu'il restera tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que l'ensemble va bouger pour être, on va dire, républicain, hein, pour ne pas dire démocrate, au moins républicain, comme vous énumérez l'exemple de la Turquie? Est-ce qu'il va se scinder en deux pour que la frange salafiste, ou qui est proche des salafistes, qui est plus dans le dogme ou dans l'idéologie wahhabiste, donc va se rapprocher, va se radicaliser et va être acteur politique aussi, hein, à travers un parti politique, et la partie plus républicaine qui était en discussion avec les forces, on va dire, progressistes démocratiques depuis 2005, il faut le rappeler, sur justement cette plateforme qu'on appelle le collectif du 18 octobre. Donc il y a eu une discussion pendant 5 ans, et beaucoup de textes ont été élaborés avec cette plateforme qui regroupait le CPR, Takatel, le PDP, et bien sûr beaucoup de personnalités indépendantes, le juge Yahyaoui, enfin il y a plusieurs personnalités, et Nada. Bien évidemment, les personnages qu'on voyait dans cette plateforme, c'est ceux qu'on retrouve aujourd'hui qui revendiquent ce côté républicain ou démocrate. Donc c'est Semir Dilou, Ali Laraïd, l'actuel Premier ministre, voilà, donc c'est ces personnages qu'on côtoyait du temps de la dictature. Donc est-ce qu'il y aurait une continuité pour ce courant réformateur qui engloberait des idéologies de gauche classiques à l'européenne et des islamistes qui seraient, juste pour faire le rapprochement, comme les chrétiens démocrates en Europe? Donc on aura des islamistes démocrates qui vont eux-mêmes être revendiquer ce socle républicain commun. Personnellement, je le souhaite pour la Tunisie parce que je ne vois pas comment on peut aujourd'hui scinder la population en deux, démocrates progressistes et de l'autre côté islamistes, donc les bons et les méchants. C'est trop réducteur et il y a beaucoup plus de subtilité et de contradictions aussi dans le tunisien qui font qu'il faut créer ce centre-là sur des valeurs communes un minimum pour ensuite, peut-être dans les années, certainement dans les années à venir, que chacune de ces forces politiques puisse exprimer sa différence, peut-être sur des sujets identitaires, mais surtout sur des choix socio-économiques, parce qu'il y a des différences. Encore une fois, El Nada est beaucoup plus dans une optique libérale que Takatel, qui est mon parti, qui est socio-démocrate. Donc ça ne peut pas... c'est pas négociable, on va dire. Merci. Dernière question de ce groupe, le rôle des États-Unis, on y revient toujours. Est-ce que les États-Unis ont favorisé la révolution tunisienne? C'était un peu ça la question. Est-ce qu'ils ont été plus réactifs que la France? Donc, tout à l'heure, je disais plus réactifs, oui, après la chute de Ben Ali. Mais, à ma connaissance, contrairement à ce qui a pu être dit, n'ont absolument joué aucun rôle. Parce qu'on a dit à un moment, vous vous souvenez, que dans les médias, on disait que l'ambassadeur des États-Unis est allé voir Ben Ali pour lui dire dans un langage diplomatique, dégage, très diplomatique. Et c'est pas vrai du tout. Donc cette visite n'a jamais eu lieu. Je sais que, ce qu'on dit aussi au Quai d'Orsay, c'est que, parce que ces contacts avec les Américains, qui avaient des contacts, bien entendu, à tous les niveaux, y compris au niveau de l'excellent général
Amar, le général Ben Amar, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre, j'ai connu, et son attitude d'ailleurs ne m'a pas surpris. Hein. Vous savez, ce qui était très intéressant, j'ai compris que c'était un opposant parce que on le voyait assez souvent, parce que nous avions des échanges d'armée à armée, des manœuvres communes qui se faisaient en Tunisie. Et puis je l'avais connu comme attaché militaire ici à l'ambassade de Tunisie. Et il avait l'habitude de parler toujours de Bourguiba, et je n'ai jamais entendu le nom de Ben Ali dans sa bouche. J'ai compris qui il était, voilà, c'était comme ça, c'est très bien. Je trouve ça parfaitement loyal, etc. Donc le rôle des États-Unis a été surévalué. Et puis aussi, ce n'est pas parmi les priorités dans la région, la priorité américaine est ailleurs. Hein, ça. Mais voilà, enfin, je crois que maintenant, il y a une bonne relation. Alors, ils ont été très choqués par ce qui s'est passé à l'ambassade des États-Unis, ce qui a amené, dit-on, les États-Unis à s'interroger sur, je dirais pas leur soutien, mais un dialogue très approfondi qu'ils avaient avec toutes les mouvances islamiques, et notamment Nahda depuis longtemps, et bien avant nous. Merci. Merci. Je crois que... est-ce qu'on peut prendre encore une question? Il est presque moins 5. Une question là, au fond, monsieur Lambert. Voilà, ça fait 3, hein, puis mesdames, là. Mais alors, il va falloir être bref. Et bref. Merci bien. Moi, j'aurais une question à propos des inégalités régionales qui ont été évoquées tout à l'heure par l'ancien ambassadeur de France, qui nous disait qu'effectivement, apparemment, le gouvernement de coalition n'a pas eu le temps de faire grand-chose. En tout cas, on ne voit pas encore les effets, même s'il a fait quelque chose. Et nous savons par ailleurs, enfin, je sais que de nombreux responsables tunisiens sont conscients de ce problème, qui est une des origines d'ailleurs, qui a été mis à nu et mis à jour par la Révolution, et qui en est une des causes. Nous savons que des décisions de nature économique ont été prises récemment. Le gouverneur de la Banque centrale nous en parlait il y a quelques jours encore ici à Paris, mais des décisions qui sont plutôt à portée macroéconomique, genre au nouveau code des investissements, etc., qui vont être intégrées, je crois, dans une loi, mais semble-t-il peut-être une loi de finances ou une autre type de loi. Plus près, voilà. Plus vite. C'était très bien. D'accord. D'accord, donc il faut faire... Encore une phrase. Très bien. Une question. Et donc, ce que je voulais savoir, c'était quel genre de... Est-ce que des décisions ont été prises dans ce sens par le gouvernement? Est-ce que le gouvernement a eu le loisir, a eu le temps? Parce que nous avons bien compris que les énergies du gouvernement sont largement absorbées par les questions politiques, politiciennes, la gestion quotidienne, la sécurité, etc. Mais sur ces questions qui sont des questions de fond, est-ce que des décisions ont été prises parce qu'on les voit mal? Alors, les inégalités régionales. Madame. Merci. Je rejoins un peu le même domaine, parce que pour une transition démocratique, on a besoin de paix sociale, et la paix sociale passe nécessairement par l'économie. Et je pense que la Tunisie a besoin, d'après mes observations, de réformes assez urgentes de son modèle économique national, mais aussi dans ses coopérations. Y a-t-il des choses qui sont faites ou qui sont planifiées pour être faites à cet effet? La dernière question, merci de votre concision. La dernière question. Merci. Je voulais savoir si les grands travaux dont il avait été question il y a déjà plusieurs mois pour développer les régions du centre où sont partis, d'où est partie la Révolution, si quelque chose était vraiment en train de se concrétiser. Alors, nous avons donc deux questions là qui se rejoignent. La question du combat contre les inégalités régionales, en particulier le développement du centre et du sud. Je crois que c'est à vous. Pour répondre concrètement, le problème auquel a fait face le gouvernement en 2012, c'est justement comment mettre en œuvre des projets d'investissement, d'infrastructure dans les régions reculées. Donc la priorité était là, et le budget de l'investissement de l'État avait été inversé pour que les régions à l'intérieur du pays bénéficient de 80% de cet investissement versus 20% pour les côtes. Donc l'intention était bonne, elle était là, elle était juste. Sauf que nous avons eu un problème de réalisation de ces investissements. Donc, in fine, on a fini l'année à 45% de taux de réalisation de l'investissement, donc qui est très en deçà
de nos possibilités et de ce qu'on faisait avant. Le pourquoi, bien évidemment, parce que ces régions-là étaient le foyer de beaucoup de contestations et de grèves, etc. D'une part. De deux, ces régions-là viennent de loin. C'est-à-dire que la plupart de ces régions souffrent de dépeuplement. C'est ce qui est grave. Depuis 2008, j'avais les statistiques, qui n'étaient pas du tout officielles, bien évidemment, où, puisque la jeunesse allait sur les côtes, c'est là où il y avait le travail. Donc, investir dans les régions concernées, alors qu'il n'y a pas moyen d'avoir de la productivité, puisque la main-d'œuvre n'était pas là. Donc, le problème est là. Donc, est-ce que l'État, en 2013, va pouvoir augmenter ce taux-là pour justement dynamiser les régions? Le secteur privé, malgré des tentatives, et on l'a bien vu avec, je sais pas, moi je prends pour l'automobile Yazaki, qui a eu des problèmes à Gafsa. Il y a eu des grèves, etc. La compagnie du phosphate de Gafsa, 2011 a été une année catastrophique. 2012, moins catastrophique, mais elle était très difficile. Donc, encore une fois, il y a eu déficit non seulement des recettes de l'État, parce que c'est une des plus importantes. Il y a eu un manque de 4 milliards. Et donc, est-ce que la paix sociale dans ces régions-là peut être rétablie rapidement pour que justement ces investissements puissent être faits et puissent apporter des solutions? Donc, la question elle est là. Sauf que, encore une fois, ça c'est au stade des intentions et des efforts. Pour revenir sur la paix sociale, il faut rappeler ici qu'il y a eu un effort de dialogue entre l'ancien gouvernement et l'UGTT. Donc 2011 a été une année très difficile et conflictuelle entre le gouvernement et l'UGTT. 2012, le début a été difficile, mais, et même vers la fin, le 4 décembre, donc cette fameuse grève générale qui a été annulée, mais quand même, le dialogue a abouti à un pacte social qui a été signé le 14 janvier 2013. Ça vaut quand même quelque chose, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un dialogue au niveau de la centrale et du gouvernement, et bien sûr du patronat. Il y a eu des augmentations salariales records. Dans l'histoire de la Tunisie, d'un point de vue taux, on n'a jamais eu ces taux-là, donc il y a eu quand même des concessions et un équilibre qui a été trouvé. Après, est-ce que l'UGTT peut contrôler toute sa base dans toutes les régions, dans toutes les fédérations par métier? Là, j'ai un peu de réserve, mais ça ne veut pas dire qu'on aura plus de grèves. Voilà. Donc, il y a un socle, il y a des choses qui ont été faites qui sont très importantes. Et je pense que 2013, même si on va souffrir de quelque chose, ça sera beaucoup plus l'hésitation politique qui est perçue par les investisseurs étrangers, par les agences de notation, les fameuses, et par rapport aux touristes, bien sûr. Donc, c'est ceux-là qui vont être affectés par le flou politique perçu, qui n'est pas réel, parce qu'on l'a bien vu. Il y a eu démission d'un gouvernement, il y a eu, dans les délais, constitution d'un nouveau gouvernement, qui a eu 70% de confiance de l'Assemblée, donc c'est pas non plus dramatique. Sauf que, bon, les médias et l'opinion publique est beaucoup plus sensible que la réalité. Et encore une fois, s'il y a un regain de confiance perçu, on pourrait très rapidement avoir les prévisions du FMI qui tablent sur 4,5% de croissance pour l'année 2013. Merci. Écoutez, il me reste à vous remercier tous, nos deux intervenants, vous tous qui avez apporté votre contribution au débat, et puis cette conclusion qu'il faut aller en Tunisie, que la situation y est troublée, mais pas au point que la sécurité de quiconque y soit menacée, et que finalement, cet endroit de la Révolution, même s'il a été marqué par le coup de tonnerre de l'assassinat de Chokri Belaïd, n'est pas une année c'est une année qui peut se terminer bien par des élections et par un dynamisme retrouvé, aussi bien politique qu'économique. Voilà.